Donc ma mission, c'est de vous parler de la vie et de l'œuvre de Hugo Duminil-Copin. Hugo Duminil-Copin. Alors je le connais depuis longtemps en fait, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il a suivi mon cours de probabilité RC dans le N2. Bon, il a eu 20, ce qui était déjà bien. Enfin, tous ceux qui ont 20 chez moi n'ont pas la médaille Fields après, parce que je donne des bonnes notes. Alors après, il a continué, il a fait un mémoire de master et il a résolu complètement une question que j'avais essayé de faire quelques années auparavant, qui lui a été donnée par un collègue. Et puis, en fait, il a continué sur sa lancée. En fait, donc il a beaucoup aimé la mécanique statistique, modèle d'Ising, percolation. Oui, donc ses domaines de prédilection, c'est la percolation, le modèle d'Ising, le modèle de Potts, donc qui est d'Ising, et puis aussi un modèle intermédiaire qui permet de transférer des résultats de la percolation au modèle d'Ising, qui est le modèle de FK percolation. Voilà. Donc en fait, il a obtenu une myriade de résultats. À partir d'un moment, il s'est mis à lister toutes les grandes conjectures ouvertes dans ses modèles, et puis il s'est assis à sa table, et puis en quelque sorte, il les résout les unes après les autres. Bon, pas toutes, mais en fait, il a énormément de résultats extraordinaires. Et donc, pour choisir ce dont j'allais vous parler, j'ai écouté une de ses nombreuses interviews, et puis je vais vous présenter ce que lui-même dit être son résultat préféré, bon, qui n'est pas en fait un résultat nouveau, mais qui est une nouvelle preuve d'un résultat ancien. Donc c'est une nouvelle preuve dans le modèle de percolation. Donc je vais vous parler de percolation. Bon, et en fait, cette preuve a ouvert la voie à d'autres résultats qu'il a pu étendre à la FK percolation, Ising et Potts. Voilà. Donc il y a 9 ans, quand je suis arrivé au DMA, nous avons fait des journées, d'ailleurs pour vous, là, qui était là? Ah, voilà. Donc j'avais fait un petit cours d'introduction à la percolation. Bon, alors je ne vais pas supposer que tout est acquis, je vais vous refaire une petite introduction pour que ça soit plus sûr. Alors, introduction. Bon, d'ailleurs, à l'époque, c'était un de mes premiers exposés au DMA, et puis aujourd'hui, en fait, c'est un de mes derniers, parce que là, je vais quitter le DMA dans quelques mois. Le DMA, c'est un département où, en fait, on ne fait pas de vieux os, on reste 10 ans maximum, donc les élèves tournent et les profs tournent, et en fait, c'est un excellent système, comme ça permet un renouvellement des thématiques, et puis les normaliens, ils font des tests dans plein de sujets différents. Voilà, donc comme c'est un de mes derniers exposés, j'ai essayé de bien le soigner. On va voir vous me direz ce que vous en pensez. Alors, l'histoire que tout le monde raconte pour la percolation depuis la nuit des temps est la suivante. Donc, on prend un grand volume d'eau, de l'eau, et puis on immerge une pierre spongieuse dans l'eau. Donc, ça, c'est une pierre spongieuse. Alors, spongieuse, enfin une éponge, quoi. Une éponge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, cette pierre contient plein de petits canaux, et on suppose que le diamètre d'un canal est très petit devant le diamètre de la pierre, et puis est très grand devant le diamètre typique des molécules d'eau. Donc en fait, l'eau commence à pénétrer à l'intérieur de la pierre, en passant par le bord, et puis en fait, tous ces petits canaux, ça fait une sorte de labyrinthe aléatoire, et la question à laquelle on veut répondre, c'est... Est-ce que la bière coule? Alors non, on suppose qu'il n'y a pas de gravité, en fait. Sinon, en fait, le modèle est plus compliqué. D'ailleurs, Hugo Duminil-Copin, quand il parle percolation, il parle de café, donc la percolation d'un café. Donc effectivement, là, il y a un phénomène de gravité, et en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc là, la question initiale, c'était le centre de la pierre. Le centre de la pierre sera-t-il mouillé? Voilà. Bon, alors ça peut pas être une question bête, mais en fait, vous voyez, c'est un problème très mal posé, et c'est pas du tout évident quel genre de réponse qu'on peut apporter à ça. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça, à partir d'une question de physique ou de la vie courante, est-ce qu'on peut extraire un modèle mathématique qui garde quelque chose de la question originelle et sur lequel on va pouvoir faire des mathématiques? En fait, ça c'est très très compliqué. C'est même plus compliqué de résoudre une question qui est extrêmement bien posée et dont on sait qu'elle a une réponse. Et en fait, un des grands succès de la percolation, eh bien, c'est que ça fait tout ça. Et donc, en 1957, deux mathématiciens anglais,
1957. Broadband et Hammersley. Broadband et Hammersley ont inventé le modèle mathématique de la percolation. Alors, pour répondre à cette question, oui, mais aussi plus généralement, pour faire plus sérieux, pour étudier la structure des milieux poreux aléatoires. Et en fait, c'est devenu un modèle absolument central en théorie des probabilités et aussi en mécanique statistique. Alors, je vais maintenant vous présenter le modèle mathématique. Alors, la percolation, ça se passe sur un graphe. Et le premier graphe intéressant, c'est le réseau carré, bidimensionnel. Voilà. Donc, pour arriver au modèle de percolation, il faut quelques définitions, mais qui sont des définitions de base. Donc, je vais me permettre de remettre ici. Alors, d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un graphe. Une définition. Un graphe est un couple EV, V, E, ou V. C'est un ensemble quelconque. Un ensemble quelconque. En fait, V, c'est pour les sommets. Les sommets. Donc, V, c'est pour verticeuse en anglais. Et E est un ensemble de paires. Un ensemble de paires XY de points de V. Voilà, ce sont les arêtes. Et E, c'est pour edge, évidemment. Voilà, alors on peut faire des graphes tout simples. Par exemple, si je prends V, un ensemble à 3 points, 1, 2, 3. Et après, je dis comment je peux passer d'un sommet à l'autre. Donc, par exemple, si je peux passer de 2 à 3, eh bien, je vais dire que l'ensemble des arêtes, eh bien, c'est 2, 3. Voilà. Alors, évidemment, sur les graphes finis, la percolation, bon, en fait, c'est plus compliqué. Et ça marche très bien sur les graphes infinis. Donc, en fait, je vais prendre Z2 et je vais le munir d'une structure de graphe. Donc, nous munissons Z2 d'une structure de graphe. Alors, en fait, c'est la plus simple qu'on puisse imaginer. Donc, les sommets, eh bien, ce sont les points de Z2. Et les arêtes, eh bien, ça va être les paires de plus proches voisins. Donc, les paires de plus proches voisins. Donc, en fait, si je commence à écrire des formules, ça va être l'ensemble des paires XY, XY appartenant à Z2, X moins Y égale 1, avec la distance euclidienne. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des arêtes que j'appelle E2. Donc, si on fait un dessin, c'est très simple, ça fait un petit quadrillage. Et donc, vous avez le droit de vous déplacer en allant d'un point à son plus proche voisin. Donc, voilà pour la structure de graphe. Et ensuite, la seconde définition dont j'ai besoin avant d'introduire le modèle percolation, eh bien, c'est celle de chemin. Donc, définition. Un chemin, eh bien, ça va être une suite de sommets x0, x1, etc. xn. Alors, deux points de Z2, 2 à 2 distincts. On va demander à ce que les chemins soient auto-évitants. Deux points 2 à 2 distincts. De Z2. Et puis, on va demander à ce que le chemin, eh bien, ne passe que par des arêtes. Donc, on va demander à ce que pour tout i, xi et xi plus 1 sont voisins. Et tel que.
eh bien, xi plus 1 sont voisins pour tout i supérieur ou égal à 0. Voilà chemin. Alors ici, j'ai mis des points de suspension. Donc il y a deux possibilités. Soit le chemin s'arrête en xn. Donc si le chemin s'arrête en xn, eh bien on dit que c'est un chemin fini. Il est dit fini et de longueur n. Il est dit fini et de longueur n. En fait, la longueur du chemin, eh bien, c'est la longueur que vous observez si vous suivez toutes les arêtes, parce que chaque arête parcourt une distance 1. Et puis, s'il ne s'arrête pas, ben, il est infini, et puis je joins le point x0 à l'infini. À gauche, ah non, non, ça part dans les numérotes en partant de 0, hein, etc. Et voilà, donc ça c'était pour la théorie des graphes, et maintenant je vais construire l'espace de probabilité de la percolation. Donc 3, l'espace de probabilité. Donc, je prends un paramètre supplémentaire entre 0 et 1, soit P en 0, 1. Et l'idée principale de Broadband et MRC, c'est de dire que les arêtes du graphe jouent le rôle des canaux. Donc les arêtes jouent le rôle des canaux. Et donc, on va les ouvrir, nous allons les ouvrir. Alors, est-ce qu'une arête ouverte, ça veut dire que l'eau peut passer ou elle est bloquée? Oui. Alors, la convention, c'est que les arêtes ouvertes, ça veut dire que l'eau peut passer. L'eau peut passer. Ou les fermer au hasard avec proba P. Au hasard avec proba P. Alors pourquoi est-ce que ouvert, c'est-à-dire que l'eau peut passer? C'est parce qu'on pense plutôt à un robinet. Parce qu'évidemment, on peut penser en termes de circuit électrique, mais quand l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut pas passer. Donc en percolation, on pense plutôt à un fluide et on prend cette convention. Donc maintenant, il faut que je définisse l'espace oméga, enfin l'univers des configurations possibles, l'attribut et la probabilité pour avoir un modèle probabiliste bien posé. Donc en fait, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire pour chaque arête, on va décider si elle est ouverte ou fermée. Donc il y a 2 étapes par arête. Et donc je vais prendre un espace grand oméga qui permet de coder toute une configuration de percolation. Donc considérons l'espace de configuration oméga, je vais prendre 0,1 puissance les arêtes. Voilà. Et donc, une configuration de percolation, eh bien, ça va être une application, petit oméga, qui va de E2, les arêtes, dans 0,1. Et il faut encore que je décide si 0 ou 1 c'est ouvert ou fermé. Et donc, l'arête E appartenant à E2 est ouverte, respectivement fermée, dans oméga, eh bien, si oméga de E égale 1. Et fermé, ça fait 0. Voilà. Donc ça, c'est mon espace de configuration.
Bon, il y a un gros espace, hein, il faut pas se cacher. Et donc ensuite, pour définir mon modèle probabiliste, eh bien, il faut que je définisse l'attribut et la probabilité P. Alors pour l'attribut, je prends quoi? Maintenant, les probas sont au programme de prépa et tout ça, hein, donc posez des questions. Alors, tribu sur oméga. Je vous écoute, hein. Cylindrique, ok. Donc l'attribut cylindrique, c'est l'attribut engendré par les cylindres de dimension finie, c'est-à-dire je fixe l'état d'un nombre fini d'arêtes, ça me fait un ensemble, et je prends l'attribut engendré par ça. Voilà, ça s'appelle aussi l'attribut produit. Attribut produit. Alors il y a une autre tribu naturelle sur oméga qui serait P de oméga. C'est pas bien ça? Ça marche pas, pourquoi? Oui, voilà. Donc en fait, évidemment, on voudrait prendre l'attribut toutes les parties d'oméga, comme ça on pourrait parler de la probabilité de n'importe quoi et tout ça, mais en fait, cet espace est trop gros, et après on a du mal à définir une mesure de probabilité intéressante. C'est pour ça qu'il faut se restreindre à des tribus plus raisonnables, et donc on prend ça. Et maintenant, la mesure de probabilité, mesure de proba. Eh bien, on va prendre la mesure la plus simple possible qu'on puisse construire avec un paramètre P, c'est-à-dire on prend une loi de Bernoulli de paramètre P, et on fait un produit infini de ces lois de Bernoulli. Donc P indice P, c'est la mesure produit des lois de Bernoulli, de paramètres P. Voilà. Et donc l'espace de proba final, l'espace de proba dans lequel tout va se passer, proba, eh bien c'est ça, oméga, F ronde, P indice P. Bon, alors évidemment, pour construire ce modèle, là, il faut une suite infinie de pièces de monnaie indépendantes, donc il faut avoir fait un peu de théorie de la mesure et tout ça, mais si vous n'aviez pas été agrégé, tout ça, et même docteur en proba, on n'est pas du tout obligé de faire ça. On peut prendre une boîte finie et tout faire dans une boîte finie. Auquel cas, pour l'attribut, on prend toutes les parties de oméga, et on définit un nombre fini de pièces de monnaie, et la mesure produit, et en fait, toutes les questions de percolation, on peut les poser dans les boîtes finies. Simplement, comme vous êtes mathématicien, vous savez que c'est quand même fort commode parfois de faire des passages à limite, et de regarder les problèmes une fois qu'on a fait un passage à limite, parce que les questions sont mieux posées, et les réponses arrivent plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on fait ça pour la percolation. Alors, maintenant qu'on a défini le modèle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder les clusters de oméga. Cluster ouvert. De oméga. Donc en fait, l'idée est la suivante. Ici, j'ai mon graphe initial. Et pour chaque arête, je vais tirer au hasard son état, ouvert ou fermé, avec probabilité P, indépendamment. Donc en fait, je vais avoir des arêtes ouvertes et fermées, et ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les arêtes fermées du graphe. Donc en fait, si celle-ci est fermée, je l'efface. Voilà, et je fais ça simultanément, enfin j'essaye, pour toutes les arêtes du graphe, avec probabilité P. Donc on obtient ainsi un nouveau graphe, qui est un graphe aléatoire. Et donc en fait, le but de la percolation, c'est de comprendre la structure de ce graphe aléatoire. Alors c'est très compliqué parce que c'est un graphe aléatoire qui est infini, donc on peut chercher à comprendre plein de choses dans sa géométrie. Alors allons-y. Donc sur oméga, une configuration de percolation. Donc nous considérons le graphe de sommet, les points de Z2, et d'arête, eh bien, les arêtes ouvertes dans oméga uniquement. Les arêtes ouvertes
dans petit oméga, uniquement. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder sur ce graphe? Sa connexité, oui. Donc en fait, la chose d'intérêt primordial dans un graphe, ce sont les composantes connexes. Et donc les composantes connexes de ce graphe, les composantes connexes, eh bien, c'est ça qui s'appelle les clusters ouverts de oméga. Ça s'appelle les clusters ouverts. Alors en français, il paraît qu'il faut dire les amas, mais personne ne dit ça. Les clusters ouverts. Les clusters ouverts de oméga. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est prendre un point X. Je prends un sommet X appartenant à Z2. Et je vais regarder sa composante connexe. C'est-à-dire, je pars de X, et puis je regarde les arêtes ouvertes, et puis tous les points que je peux rejoindre partant de X, et j'obtiens un sous-graphe de Z2, et ça, c'est le cluster ouvert de X. On note C de X, le cluster ouvert de X, le cluster ouvert de X dans oméga. Alors, si on met une formule, normalement, c'est plus clair quand on écrit des phrases. Après, quand on met des formules mathématiques, il faut les coder et les redécoder. Mais ça donnerait la chose suivante. C de X égale l'ensemble des Y dans Z2, tel que X est connecté avec Y. Et pour faire ça, eh bien, j'ai dû introduire une nouvelle notation. Où eh bien, X connecté à Y, en fait, c'est un événement. Et l'événement, eh bien, il existe un chemin ouvert, il existe un chemin dans Z2E2 qui va de X à Y, de X à Y, et dont toutes les arêtes sont ouvertes. Et dont toutes les arêtes sont ouvertes. Voilà, donc en fait, j'ai mon point X là, mon point Y là, et puis je peux trouver un chemin qui va de X à Y dont toutes les arêtes sont ouvertes. Ça, c'est mon événement de connexion, c'est l'événement de base quand on regarde en percolation. Alors, qu'est-ce que je peux regarder sur C2X? Qu'est-ce qu'on pourrait étudier? Bon, alors c'est un problème compliqué parce que vous voyez, avec des pièces de monnaie, on a créé des nouveaux objets aléatoires qui sont en fait très compliqués. Parce que C2X, c'est un sous-graphe aléatoire de Z2, donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une variable aléatoire entière ou réelle. Donc évidemment, on peut étudier plein de choses. Bon, par exemple, si on s'intéresse à la géométrie des clusters, on pourrait regarder le diamètre de C2X. Ou le cardinal de C2X. Ah oui, là, j'ai quand même fait quelque chose de compliqué, parce que cardinal C2X, c'est juste une brave variable aléatoire à valeur entière, dans n. Mais vous voyez qu'elle est construite par un procédé extrêmement compliqué, et donc si on vous tire un nombre au hasard et tout, pour deviner que ça vient de là, il n'y a strictement aucune chance. Et donc en fait, il se passe derrière tout un mécanisme géométrique extrêmement compliqué pour aboutir à ce nombre. Voilà. Bon, plus généralement, vous pouvez comprendre la forme de C2X, est-ce qu'il est plutôt aplati, etc. Donc en fait, il y a énormément de questions qui se posent. Alors, si je demande les choses comme ça, évidemment, on ne peut pas donner de réponse parce que c'est très très compliqué. Donc en fait, on va être obligé de faire des passages à la limite ou des changements d'échelle ou des choses comme ça pour comprendre cet objet. Déjà, est-ce que C2X est fini presque? Voilà, donc la première question c'est est-ce que ce cardinal il est fini ou pas?
Enfin, oui, donc ça, on va y venir très rapidement. Donc, avant de faire ça, donc de manière générale, l'objectif de la percolation, eh bien, c'est de comprendre la structure de ces graphes aléatoires. Alors, de manière la plus générale possible, C de X, c'est un sous-graphe de ZD. Sous-graphe de ZD. Enfin, de ZD en 10 dimensions, là, on fait en 2 dimensions. Et donc, en fait, c'est un objet aléatoire qui a valeur dans l'espace des graphes. Et donc, sa loi, c'est quoi? Vous savez ce que c'est que la loi d'un objet aléatoire, non? Parce que la loi d'un objet aléatoire, en fait, c'est une mesure de probabilité qui est définie sur un certain espace, qui est l'espace des valeurs de la variable aléatoire, n'est-ce pas? Donc, en fait, ici, voilà, il faut l'ensemble des parties connexes de Z2 qui contiennent X, et en fait, c'est une mesure de probabilité sur cet ensemble. Donc, oui, c'est quand même un objet qui est assez compliqué. Donc, dans l'idéal, on voudrait comprendre cet objet-là. OK. Alors, avant de faire ça, une remarque simple qui s'impose quand même, c'est que, eh bien, comme le modèle est invariant par translation, eh bien, il suffit de se concentrer sur un cluster particulier et on va prendre celui de l'origine. Il suffit d'étudier le cluster de l'origine. OK. Alors, essayons de faire ça. Et donc, ça va nous permettre d'étudier une des caractéristiques essentielles du modèle, qui s'appelle la transition de phase. La transition de phase. Donc en fait, la probabilité, la quantité centrale, fondamentale, pour étudier le modèle, est... Alors ça s'appelle la probabilité de percolation, et c'est défini par θ de P. C'est la probabilité indice P que le cluster de l'origine soit infini. Donc ce qu'on peut noter aussi sous la forme probabilité que 0 soit connecté à l'infini. Donc en fait, ça, c'est la chose suivante, c'est je prends l'origine et je regarde eh bien, si la composante connexe de 0 est infinie, c'est-à-dire s'il existe un chemin infini ouvert issu de 0. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire de θ de P? Alors, c'est compris en 0,1, parce que c'est une probabilité. Très bien. Je vous mets un petit là, qu'on s'en souvienne. Mais encore. Alors, croissante, oui. Donc, θ est une fonction croissante de P. θ est croissante avec P. Bon, alors ça, tout le monde le croit, parce qu'on voit bien que plus le paramètre P est grand, plus on a de chances d'avoir un chemin infini, etc. Mais maintenant, si vous voulez écrire une preuve de ça, ça commence à être un tout petit peu plus embêtant. Je ne sais pas si vous savez faire. Il y en a qui ont fait des thèses en probabilité dans la salle, donc ceux-là, ils n'ont pas le droit de parler. Par couplage, voilà. Donc en fait, la méthode de prédilection de ça, c'est de faire un couplage. Donc on peut coupler, quand j'ai deux pièces de monnaie de paramètres différents, je peux les coupler, faire que celle de paramètres plus grand soit toujours au-dessus de l'autre. Et en fait, je réalise ce couplage simultanément sur toutes les arêtes. Ça me permet de coupler toutes les configurations de percolation pour tous les paramètres. Et en fait, dès qu'on a un chemin ouvert à un certain niveau, forcément, il reste ouvert un niveau au-dessus. Et donc, bon, si je veux l'écrire, ça va prendre deux tableaux. Mais c'est ça le principe de la preuve. Alors, quoi d'autre sur la fonction de θ? Bon, alors, θ, question préliminaire, θ de 0 égale. Et θ de 1 égale. Voilà, très bien. Mais après, il y a une autre question qui est quand même problématique vis-à-vis de θ, c'est sa définition. Parce que quand on a vu que
pour l'attribut. On ne pouvait pas prendre l'attribut produit parce que justement, après dedans, il y a des événements dans la probabilité pas définie. Alors il se pourrait que par erreur ou par malheur, eh bien, en fait, ça ne soit pas un événement et que je ne puisse pas calculer sa probabilité, non? En quel cas, ça serait la fin de l'exposé, et puis on aurait tout. Donc en fait, il faut montrer que cette chose-là est dans l'attribut. Voilà, donc j'ai un temps qui sait faire. Donc en fait, pour montrer que c'est l'attribut, il faut montrer que c'est une intersection des normes de quelque chose ou une limite de quelque chose. Et donc en fait, effectivement, θ de P, eh bien, en fait, on peut l'écrire comme la probabilité de l'intersection sur n des événements 0 et connectés au bord de la boîte lambda n. Alors lambda n, c'est une grande boîte carrée de côté n. Et donc je dis que s'il y a un chemin ouvert qui va à toutes ces boîtes, et il existe un chemin infini celui de 0, c'est vrai ça? Ouais, enfin, le problème, c'est que chaque fois que je grossis la boîte, le chemin, il peut changer. Hein. Pardon? L'intersection, bah non, en fait, parce que là, vous avez une configuration, donc si j'ai un chemin qui va là, et un chemin qui va là, mais en fait, c'est pas le même. Il faut qu'il existe un chemin infini à la fin, oui. Oui, mais en fait, chaque fois, ça change, quand je passe d'une boîte à l'autre. Et donc, à la fin, je vais avoir un seul chemin qui va à l'infini, n'est-ce pas? Mais en fait, chaque fois que j'augmente la boîte, le chemin, il change quelque part, quoi. On peut prendre le deuxième à la place du premier, c'est-à-dire pour toucher la petite boîte, Ok. toucher la boîte qui est extérieure. Ouais, mais en fait, il va tourner chaque fois, et à la fin, vous aurez une infinité de chemins finis, et vous n'aurez peut-être pas un chemin infini, quoi. Vous avez le souci? Vous voyez, quand j'augmente la boîte, chaque fois j'ai un autre chemin, et puis ils sont en train de tourner, et donc je suis relié à toutes les boîtes, mais j'ai pas de chemin infini. Alors, qui veut passer au tableau? Oui. Ah non, mais pas vous, pas ceux qui ont fait des tests de proie. Pardon? Ah, d'accord. Mais vous avez compris, mais vous avez la réponse ou pas? Non, ah non. Ok, d'accord. Très bien. Oui, bah, c'est bien de dire, déjà, il y en a souvent qui, quand on écrit ça, c'est pas... Si on prend les arêtes qui appartiennent à une infinité de ces chemins-là. Oui. Mais il y en aura plein, parce que oui, si je fais un truc qui tourne comme ça, enfin, toutes les arêtes appartiendront à une infinité de chemins, mais finalement, je n'aurai peut-être pas de chemin. Et puis les arêtes, elles ne sont pas forcément sur... Si on a un arbre dont la valence est finie et qu'il a une infinité de sommet, alors il a une branche infinie, que les gens appellent de Koenig et des fondeurs de la capacité. Voilà. D'accord. Donc effectivement, il faut un argument comme ça. Enfin, il faut un argument de compacité. Par exemple, ce qui se passe, c'est qu'ici, au départ, il n'y a que 4 arêtes. Eh bien, il y a forcément une arête qui appartient à une infinité de ces chemins. Alors, je commence par là, et puis, en fait, il faut que j'extraie comme ça une suite d'arêtes pour arriver à construire un chemin infini. Donc, en fait, il y a quand même un peu de travail là, que je ne vais pas faire. Et après, eh bien, comme P, c'est une mesure de probabilité, eh bien, ça, c'est égal à la limite, quand n tend vers l'infini, de la probabilité pour que 0 soit connecté au bord de la boîte lambda n. Voilà. Donc là, j'ai fait deux choses. J'ai justifié que mon événement était dans l'attribut, et puis j'ai écrit θ tapé comme une limite. Très bien. Et alors, le premier théorème fondamental pour le modèle de percolation, c'est le théorème qui dit qu'il existe une transition de phase. Donc ce théorème suivant, théorème, eh bien, il existe PC tel que 0 plus petit que PC plus petit que 1, et, eh bien, si P est plus petit que PC, alors θP égale 0, et si P est plus grand que PC, alors θP est strictement positif.
Voilà le premier théorème intéressant qu'on démontre en percolation. Et évidemment, la chose la plus importante dans ce théorème, ici, ce sont ces inégalités strictes. Parce que comme c'est une fonction monotone qui va de 0 à 1, eh on se doute bien que d'abord elle vaut 0, et puis à un moment elle devient positive. Mais en fait, le point essentiel, c'est que ce point critique est strictement de 0 à 1. Alors, quand j'avais fait les journées de formation là, pour les cours d'introduction de probabilité, en fait, j'avais démontré ce théorème. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire ça, je vais juste en démontrer la moitié. Preuve. Je vais montrer le premier point. Que d'abord, la fonction θ, elle est identiquement nulle sur un petit intervalle autour de 0. Alors, je prends le θ de P. Donc, c'est la probabilité pour que 0 soit connecté à l'infini. Et puis, je prends un n supérieur ou égal à 1. Et je dis la chose suivante. Eh bien, si 0 est connecté à l'infini, ce chemin, il sort de n'importe quelle boîte de taille n, et donc ça, c'est certainement plus petit que la probabilité pour qu'il existe un chemin ouvert issu de 0 de longueur n. Parce que si j'ai un chemin infini, eh bien j'ai un chemin de n'importe quelle longueur. Alors après, j'écris ça comme une union. Donc union sur x0 égale 0 jusqu'à xn de l'événement, eh bien les arêtes du chemin x0, xn sont ouvertes. Alors après, j'utilise la sous-additivité de la probabilité, et puis je dis que c'est plus petit que la somme sur x0, xn, le chemin, donc il part de 0, de la probabilité que les arêtes soient ouvertes. Or là, j'ai un chemin de longueur n, donc il y a n arêtes. Une fois que j'ai fixé le chemin, ben, la probabilité pour que les arêtes soient ouvertes, c'est p puissance n, et donc ça me donne p puissance n fois le nombre de chemins de longueur n issus de 0. Et donc, eh bien maintenant, il faut que je majore ça. Alors, pour compter les chemins de longueur n issus de 0, eh bien, j'utilise des bandes toutes bêtes. Donc, pour le premier pas, j'ai 4 choix. Et après, comme j'ai des chemins qui sont auto-évitants, j'ai plus que 3 choix. Donc, je majore ça par p puissance n, 4 choix pour le premier pas, 3 puissance n moins 1 pour les suivants. Et puis, ceci, ça tend vers 0, si p est plus petit que 1 tiers. Donc en fait, si je prends un p plus petit que 1 tiers, le θp vaut 0, et donc j'ai montré que le pc est plus grand que 1 tiers. Voilà. Donc vous voyez, il faut un argument quand même combinatoire qui n'est pas complètement trivial pour montrer que θ s'annule au voisinage 0. Alors pour montrer l'autre, c'est un peu plus subtil, il faut faire la dualité, tout ça, mais comme je veux me diriger vers les travaux d'Hugo Duny et copains, eh bien je ne vais pas faire la deuxième partie de cette preuve aujourd'hui. Et donc, je vais plutôt vous parler de cette fameuse fonction θ de p, 5. L'allure de θ de p. Donc en fait, cette fonction θ, c'est la fonction centrale de la percolation, et donc on veut savoir de quoi elle a l'air. Alors elle a la tête suivante. Donc c'est une fonction de p, ici je mets le θ. Donc on a vu qu'elle valait 0 en 0, et puis 1 en 1. Et puis que c'était une fonction croissante. Alors le théorème de transition de phase dit qu'il y a ce point critique, PC, et avant PC, elle vaut identiquement 0. Alors ensuite, bon, il y en a des fonctions croissantes qui font ça, hein, donc l'histoire n'est pas finie.
Donc les gens ont fait des simulations de ça. Et donc, en fait, alors ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a une tangente horizontale en 1, et puis la courbe, elle a l'air comme ça. Donc les gens qui font la percolation et la théorie des probabilités, eh bien, ont cherché à montrer des propriétés sur cette fonction θ. Donc ce qui a été prouvé, eh bien, c'est que θ est continu, sauf peut-être en PC. Peut-être en PC. Et donc, les simulations aussi montrent aussi qu'elle est concave comme ça pour P plus grand que PC, mais ça, je ne pense même pas qu'on sait le montrer. Et donc, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus sur cette courbe? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de chercher? La quoi? La dérivabilité, oui. Alors, en fait, il a été montré assez récemment que, en fait, pour P plus grand que PC, elle est analytique, en fait. Si on prend un intervalle ici qui ne contient pas PC. Mais ça, c'est un peu compliqué. Alors, avant des questions plus simples et plus naturelles que se sont tout de suite posées les gens, d'ailleurs. Ouais, alors avant, il y a quand même quelque chose qu'on voudrait savoir, c'est... Oui, en fait, c'est quelle est la valeur PC. Alors, le point critique. Combien il vaut? Combien, vous dites? Non, c'est pas un tiers, c'est plus grand qu'un tiers. Alors, en fait, les gens ont très tôt conjecturé, pour des raisons de dualité, que dans Z2, le point critique valait 1,5. En fait, c'est ce que montrent les simulations, et aussi des arguments physiciens qui permettent de faire des transformations assez simples du modèle, parce que le modèle dual, en fait, le graphe dual de Z2, c'est un graphe qui est isomorphe à Z2, et donc on peut faire une correspondance entre les arêtes, et donc très vite vient l'idée que PC Z2 égale 1,5. Seulement, ça a mis longtemps à être prouvé. En fait, c'était un des théorèmes majeurs de la percolation, qui a été prouvé par Harry Kesten en 1980. Donc Harry Kesten... qui est un des plus grands probabilistes qui ait jamais existé, qui a contribué à toutes les branches des probabilités, et d'ailleurs la percolation, je pense que c'était son modèle préféré. Donc toujours est-il que ça, c'est l'aboutissement de plusieurs articles sur plus de 10 ans. Donc en fait, il y a d'autres gens qui avaient fait des travaux avant, mais c'est Kesten qui est arrivé à mettre tout ça ensemble pour montrer que PC de Z2 égale 1,5. Alors en dimension 2, cette preuve inclut aussi le fait que la courbe est continue, et puis que θ de Z2 1,5 égale 0. Donc en fait, en dimension 2, c'est bon, elle est continue. Donc après, vous voyez, on peut aussi définir ce modèle en toutes dimensions. N'est-ce pas? C'est n'importe quel graphe infini, on peut faire l'interpolation dessus. Et d'ailleurs, c'est un enjeu, c'est que, vous savez, pour comprendre un graphe, bon alors on peut utiliser des choses de théorie des graphes, etc., une méthode déterministe, mais il y a une autre méthode qui consiste à laisser partir une marche aléatoire sur le graphe, et savoir si la marche aléatoire elle est transiente ou récurrente. Enfin, ça donne des idées sur la géométrie du graphe. Et donc, on peut aussi faire le processus de percolation sur le graphe pour étudier le graphe. Alors, dans ZD, D supérieur ou égal à 3, la situation est plus compliquée. Bon, d'abord, le point critique, là, on ne peut plus le calculer. Donc, est-ce que le point critique dans Z3, il est plus grand ou plus petit que le point critique dans Z2? Oui, il est plus petit parce que si vous avez déjà percolation dans Z2 et un chemin infini dans Z2, vous l'avez dans Z3. Donc en fait, le point critique, il descend quand la dimension monte. Mais en fait, là, on n'a aucune idée de la valeur pour toutes les dimensions supérieures ou égales à 3. Et donc, une question très importante et fondamentale, c'est pour comprendre le modèle de percolation, c'est est-ce qu'on a que θ, elle s'annule au point PC, θ de ZD, PC égale 0. Donc en fait, ça a été prouvé alors en dimension plus grande que 19, en fait par des méthodes de développement en série et des méthodes calculatoires assez infâmes, par Ara et Slade. Il y a une dizaine d'années, ça a été prouvé en dimension plus grande que 11, par une équipe de Hollandais, Remco van der Hofstadt, et en fait le problème demeure entier pour D égale 3.
d égale 3. Donc en fait, c'est le problème central ouvert de la percolation, que Hugo Dumié-Copain ne manque pas de mentionner aussi dans ses exposés. Alors en fait, il a essayé de le faire. Bon, avant de vous parler de ses succès, je vais vous parler de ses échecs. Alors en fait, il y a des résultats intermédiaires qui sont étonnants. C'est-à-dire que ce qui a été montré, c'est que si je fais la percolation dans un demi-espace, donc HD, donc je prends ZD au-dessus d'un plan, et bien là, en fait, il existe une preuve que, donc je peux définir la percolation dedans, il existe une preuve que le point critique ici, la fonction θ s'annule. Donc en fait, dans un demi-espace, elle est continue. Et puis, alors en fait, bon, peut-être c'est pas relié à ça, parce qu'il se pourrait que le PC de HD, comme c'est un graphe plus petit que ZD, il soit plus grand que le point critique de ZD. Mais en fait, il y a un autre résultat très fameux en percolation qui dit que le point critique dans le demi-espace, en fait, est égal au point critique dans tout l'espace. Donc ça, c'est le résultat de Grimet-Marchand. Et donc, ça nous dit qu'en dimension 3, eh bien, si je regarde la trace de la configuration de percolation dans n'importe quel demi-espace, je n'aurai pas de cluster infini. Et donc à partir de là, quand les gens ont réussi à faire ça, c'était dans les années 80, eh bien, ils ont très vite pensé qu'on allait bientôt pouvoir prouver qu'il n'y avait pas percolation dans tout l'espace dans Z3. Et en fait, là, 30 ans après, ou 40 ans après, on en est toujours au même point, on ne sait toujours pas le faire. Donc vous voyez, il faudrait trouver un cluster dans Z3, un chemin infini, tel que chaque fois qu'on regarde sa trace dans un demi-espace, eh bien, ça fasse des chemins finis. Vous voyez ce que c'est ? Voilà, je vois rien qu'ils font. Donc en fait, il faut faire des trucs qui spiralent comme ça. Donc en fait, quand vous faites ça et vous coupez par n'importe quel demi-plan, ça éclate en un nombre fini de chemins, et puis ça fait un chemin infini. Mais enfin, il n'y a personne qui croit qu'un cluster de percolation, enfin que la percolation est capable d'inventer une chose pareille, et que ça peut arriver. Donc Hugo Dumié-Copain, alors il a essayé de faire ce problème. Donc en fait, après le résultat là, dans les demi-espaces, il y a eu un résultat au début des années 2000 qui a prouvé la chose sur Z2 croisé 1. Donc en fait, je prends Z2, je prends une autre copie dessous, et puis je rajoute les arêtes verticales comme ça. Donc ça me fait un graphe infini. Donc en fait, c'est un résultat de Vladas Sidoravicius. Alors en fait, il appelle ça un sandwich hollandais. Parce qu'il m'expliquait que le sandwich hollandais, vous avez les deux morceaux de pain, mais vous n'avez rien entre. Ok ? Ça, c'est pas ça l'idée de la preuve. Et donc là, ils ont aussi montré que la fonction θ au point critique, elle s'annulait. Voilà. Et après, Hugo Dumié-Copain, avec Vincent Tassion et Vladas Sidoravicius, eh bien, ils ont réussi à étendre ça à une tranche d'épaisseur K. Donc en fait, la même chose, mais avec un K ici arbitraire. Oui, sandwich américain. Voilà, donc en fait, ça c'était aussi un pas important, et donc là, ils avaient pas mal d'espoir aussi, mais finalement, le problème en est toujours resté là. Alors, revenons un peu à ce graphe. Donc vous voyez, ici, il y a ce point critique. Alors, ce point critique délimite deux zones. Ici, il y a la zone sous-critique, et ici, la zone supercritique, ou surcritique. Et en fait, le comportement du système est très différent entre les deux zones. Dans la zone sous-critique, en fait, il n'y a aucun chemin infini dans le système. Parce que la probabilité pour que 0 soit dans un chemin infini est 0, et puis c'est vrai pour tous les points, et donc par sous-additivité, il n'y a aucun point qui peut être dans un chemin infini. Donc pas de chemin infini dans le système. Et là, donc, il n'existe pas de chemin infini. Et ce qu'on montre, c'est que dès que P est plus grand que PC, avec probabilité 1, il y a un chemin infini. Il existe un chemin infini. Avec probabilité 1. Oui, si je pars de 0, j'ai une probabilité positive d'avoir un chemin infini. Bon, après, il faut encore un argument probabilité supplémentaire pour montrer que forcément, quelque part, il y a un chemin infini dans le système. Et alors, en plus, un autre résultat très fort qu'on montre derrière, c'est que, en fait, le cluster infini, il est unique. Non seulement il y a un chemin infini, mais il n'y a pas deux chemins infinis disjoints. Et en fait, le point critique, en fait, est à la frontière de ces deux régimes. Donc, évidemment, c'est une situation extrêmement complexe. Vous voyez, le modèle de percolation, en fait, c'est un modèle très général. Bon, pas juste pour l'eau dans une pierre spongieuse, mais comment l'information se répand dans un réseau, ou comment les choses communiquent entre elles. Et donc, c'est pour ça qu'il a tellement d'importance. Alors, au point critique, il se passe des tas de choses. Et en dimension 2,
en fait, c'était un générateur de Medai-Fields. Donc, des premières en probabilité, c'était Van Linwerner en 2006, pour ses travaux avec Oded Schramm et Greg Lawler. En fait, Oded Schramm, il a inventé le modèle SLE pour proposer un modèle qui permette d'identifier la structure des interfaces renormalisées au point critique pour la percolation en dimension 2. En fait, les modèles qu'il a inventés, ils viennent de conjectures de percolation. Après, il y a eu Stanislas Smirnov, en 2010, pour sa preuve de l'invariance conforme du modèle de percolation en dimension 2 sur le réseau triangulaire, d'ailleurs qui fait maintenant la couverture de la revue de Maths P, non, il y a le petit losange qui montre qu'on a une probabilité 1,5 traversée dans les deux sens. Donc en fait, pour ce réseau-là, il a montré la conjecture d'invariance conforme, qui n'est toujours pas montrée pour le réseau carré d'ailleurs, et puis Duminy-Copain, maintenant en 2022. Et donc en fait, tout ça, ce sont des probabilistes qui sont intéressés à des questions qui viennent du modèle de percolation. Et puis maintenant, ils sont tous en Suisse, ils vivent dans le luxe, le calme et la volupté. Bon, c'est quand même dommage qu'il n'y en ait aucun qui reste en France. Hein, mais... Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un résultat sélectionné de Hugo Duminy-Copain, qui est la décroissance exponentielle. Alors, pendant que je pense ça, je vais mettre en marche l'ordinateur parce que je vais aussi vous montrer les images. Ok. Donc, la décroissance exponentielle, c'est un résultat central qui concerne le régime sous-critique. Je le mets là avant que ça disparaisse. Et qui dit la chose suivante. En fait, en toute dimension supérieure ou égale à 2, eh bien, si je prends un point P qui est plus petit que le point critique, donc je regarde la percolation sous-critique, alors en fait, bon, on sait qu'on n'a pas de cluster infini, mais en fait c'est bien pire que ça, c'est que les choses sont très mal connectées, et en fait c'est très dur de réaliser des connexions, et avoir une connexion qui parcourt une distance n, ça décroît exponentiellement. Ce qui se traduit par la formule suivante. Eh bien, il existe une constante C de P strictement positive, telle que pour tout n supérieur ou égal à 1, la probabilité pour que 0 soit relié au bord de la boîte lambda n est plus petit que exponentielle moins n C de P. Voilà, donc en fait, ça c'est le résultat central qui permet de décrire la percolation dans le sous-critique. En fait, donc ça n'a pas été prouvé par Hugo Duminy-Copain, c'est un résultat qui remonte à Menchikov en 1986. Donc en fait, c'est une preuve assez extraordinaire du point de vue de sa structure probabiliste. Donc moi, je l'ai enseigné dans le cours de percolation hors C, mais en fait, à l'époque, ça me prenait 3-4 heures de travail. Mais aujourd'hui, grâce à Hugo Duminy-Copain, je vais pouvoir vous la faire en 1 heure. Et ça a été aussi prouvé par Eisenman et Barsky en 1987 avec des techniques d'inégalité différentielle qui sont assez difficiles. Alors en fait, c'est une repreuve d'un résultat ancien, mais il faut dire que cette technique est assez révolutionnaire et a des généralisations que n'ont pas les autres preuves. Donc en fait, avec ça, il a prouvé la même chose dans le modèle de FK percolation, et donc après, il a pu le transférer au modèle d'Ising, et ça a pu permettre de résoudre certaines conjectures. Alors, avant de vous faire la preuve, je vais vous montrer une petite simulation. Donc ceci... Ah oui, alors ça c'est moi. Oui, donc moi c'est mon problème... Donc ça c'est la courbe θ que j'ai simulée sur l'ordinateur hors C, parce que moi mon problème mathématique préféré, c'est montrer que θ de PC égale 0. Donc en fait, ça c'est le θ pour la configuration en dimension 3. Bon alors, d'un côté, je suis content qu'il n'ait pas réussi à prouver, parce que je serais frustré évidemment s'il fait la preuve. Mais d'un autre côté, s'il fait la preuve, on verra la preuve, enfin je pourrais voir la preuve avant de mourir, donc c'est aussi pas mal. Vous voyez, quand on fait ce genre de courbe, enfin personne doute que θ de PC égale 0.
Alors là, c'est un grossissement près du point critique. Donc vous voyez, on a des valeurs très faibles. Bon, la valeur conjecturée, enfin la valeur numérique, c'est 0,3116 et puis 0 quelque chose en fait pour le point critique. Donc ici, chaque point rouge, ça représente une simulation en dimension 3 sur un cube dont la taille va entre 1000 et 10 000. Donc en fait, chaque point, c'est des heures de calcul. Et donc la courbe verte, c'est la courbe lissée de la courbe rouge. Voilà, je vous montre ça en exclusivité. Ça, c'est pour l'article que j'écrirai si jamais j'arrive à trouver la preuve. Et puis après, je vais vous montrer quelques simulations de percolation. Alors, voilà, donc ça c'est un programme qui simule la percolation. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste colorié. Je vais remettre un peu plus au milieu. Voilà, j'ai colorié chaque cluster d'une couleur. Hein, c'est la percolation paramètre que j'ai décrite. Donc ici, vous avez le paramètre. Et en fait, j'ai colorié que les clusters qui touchaient la boule centrale. Donc en fait, c'est pour ça qu'ici, il y a un peu de noir. Donc tous les clusters qui touchent la boule centrale. Alors maintenant, je vais varier le paramètre. Donc si je commence avec petit paramètre, voilà, donc si P égale 0,3, il n'y a que des tout petits clusters, il n'y a quasiment rien qui sort de la boule. Et donc maintenant, j'augmente le paramètre, 0,4. Vous voyez, même quand on s'approche du point critique, ça a vraiment l'air sous-critique. Donc là, il y a des petites saletés qui commencent à sortir de la boule, là. Et vous voyez, par exemple, là, il a commencé, il arrive jusqu'au bord. Et donc là, il commence à y avoir des clusters macroscopiques. Et quand je suis à 0,5, là, ça touche le bord dans tous les sens. Et puis si je monte encore, voilà, après il y a un grand cluster qui envahit tout. Donc en fait, dans le régime surcritique, c'est assez facile à décrire en fait ce système. Voilà, et puis après je vais vous montrer encore une autre simulation. Voilà, donc en fait ça c'est la même chose, mais c'est quelque chose que je cherche à utiliser dans la preuve, que je n'arrive pas à faire. C'est en fait, parce que vous voyez, c'est une méthode d'exploration des clusters qui, à mon avis, joue un grand rôle et qui n'est pas comprise. Donc en fait, là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend un point au hasard et puis il fait grossir le cluster en changeant la couleur. Et il fait ça pas trop vite pour qu'on arrive à le voir sur l'écran. Voilà, ben, ça c'était pour l'introduction. Et donc dans la deuxième partie, je vais essayer de vous expliquer la preuve de ce théorème que Hugo Dumiil-Coppa, quand on lui demande, il dit que ça c'est son meilleur résultat. Bon, parce qu'en fait, il adorait le faire avec, donc c'est avec Vincent Tation, et c'est un résultat qui s'explique assez facilement et qui a des conséquences très importantes. Voilà. Et ben,